Salut, salut, bonjour à tous. Bonjour Sino, Doc Pro. Bonjour les amis. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Voilà une bonne question. On va attendre que tout le monde se connecte un petit peu. Voir si vous êtes chaud pour petites questions. Des petites questions éducation, élevage, compétition. Waouh! Sino Doc Pro nous marque, je me suis mis sur le règlement Monduring. Je me lance en septembre. Bien, donc là, ça doit être à fond petit bois. Donc si vous vous lancez en Monduring en 2, c'est que vous avez déjà fait un échelon 1 ou un échelon 2 en ring, peut-être? Est-ce que je me trompe? Et bonsoir, Samba la malinoise. Alors justement, pour les personnes qui passent au Monduring en venant d'une autre... J'ai commencé aujourd'hui. Ah bon? J'ai commencé aujourd'hui. Et donc vous venez du ring. Alors peut-être que vous dites, qu'est-ce qui est le plus difficile ou qu'est-ce qu'il est important de travailler lorsque l'on change de discipline et que l'on passe du ring au monde du ring? La grosse différence, ça va être de laisser un petit peu plus d'initiative au chien. Ça se voit pas forcément en 2, ça se voit pas du tout en échelon 1, mais en échelon 2, ça commence un petit peu, c'est surtout pour l'échelon 3 en fait, que je recommande de laisser, de l'initiative au chien et que par rapport au ring, quelque part, vaut mieux tolérer certains écarts du chien. Hem, ah, Samba s'entraîne avec Shan, c'est ça? Elle marque Sanda la malinoise a marqué: «Moi, je m'entraîne avec le nouveau champion de France de Monduring». Alors Samba, c'est avec Shan que vous entraînez? Notre cher Shan? Salut Véro. Et donc je disais par rapport au, ring Monduring, donc là pour l'échelon 2, elle vient de chez lui. Ah, votre chienne vient de chez lui, mais est-ce que vous vous entraînez avec? Oui, vous dites: «Je m'entraîne avec le nouveau champion de France», avec Shan. Félicitations à lui d'a alors du coup, avant de parler du passage de ring en Monduring, j'adresse, bien sûr toutes mes félicitations. Je me lance pas à dire son nom, c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde l'appelle Shan. C'est un petit peu compliqué, mais oui, c'est un très grand cynophile. C'est un très grand cynophile, quelqu'un déjà de très gentil, très, très humble, alors qu'il a, une carrière cyno déjà bien étoffée, en ring, en monduring, aussi bien conducteur, dresseur, mais aussi en mettant la toile, en concours. Il met très bien la toile en concours et je trouve que c'est pour lui, une très belle consécration. Hem Ouais, c'est vraiment de quelqu'un de super et je trouve que c'est un très beau symbole qu'il puisse enfin avoir le titre de champion de France et qu'il représente, notre pays. Moi, je trouve que c'est un très beau symbole. Un mec bien, un très bon dresseur, c'est ça. C'est ça, je trouve, la belle image, du cynophile et ah d'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, j'étais venu avec mon jeune. J'étais venu avec mon jeune, c'était en un mois de septembre. Alors c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. C'était l'année d'avant. Et bah, vous pouvez dire à Chan, «Fabrice m'a dit qu'il allait arriver, il va te piquer ton titre». Non, je rigole.
J'ai l'ambition, bien entendu, de me lancer, oui, tu as fait le chien blanc. J'ai l'ambition, de me donner à fond l'année prochaine pour la enfin, me donner à fond. Non, pas me donner à fond, parce que, j'ai d'autres priorités maintenant dans la vie que la compétition, mais, oui, j'ai l'ambition de faire une saison de 3 et d'aller, venir titiller, pourquoi pas, notre cher Chan, qui, je pense, a pris beaucoup d'avance par rapport à moi. Mais bon, on ne sait jamais. Et donc j'en reviens au sujet que je disais, par rapport du passage du ring au monde du ring. Hem, il y a des c'est pas qu'il y a des subtilités, mais je dirais que si on a l'habitude du programme ring, ce qui va changer pour le passage en mondiaux et donc du coup Véro, ça va t'intéresser aussi, cette initiative que l'on demande pas forcément. Non, 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 excusez-moi. Non, non, il y a pas 2 champions de France. Il y a un vainqueur de Grand Prix et un champion de France. Mais non, non, non. Bah, du coup, c'est bien, ça va me laisser parler sur un autre sujet. Ah non, je suis désolé Samba, là, à mes yeux, vous avez 2 vainqueurs, mais il y en a un qui est vainqueur du Grand Prix de France et l'autre qui est champion de France. C'est Chan, le champion de France. Ça n'enlève pas le mérite à celui qui a gagné, le Grand Prix de France, je le félicite également. Mais, revêtir le titre de champion de France, à mes yeux, il n'y a que l'échelon 3 et donc c'est Chan. Heu, il fut un temps où moi aussi j'ai gagné le Grand Prix en 1, je me suis jamais prétendu champion de France. J'ai gagné le Grand Prix en 2, je n'étais pas champion de France. Le jour où en 3 j'ai gagné, là je l'étais. Parce que je pense qu'il vaut mieux être finaliste d'une discipline en échelon 3 parce qu'il y a tout le programme, il y a quand même une arrêtée, il y a quand même une garde objet. Là, on parle vraiment de sélection du chien, alors qu'en échelon 1, toutes méritantes que sont les équipes, toute qualité qu'ont les animaux, surtout si ce sont des jeunes chiens en devenir, l'échelon 1, vous n'avez pas tous les exercices, vous n'avez pas toutes les difficultés, on ne demande pas toutes les performances en termes de saut et certes, il y a un grand prix en monduring, mais c'est un grand prix, ce n'est pas le championnat de France. C'est une petite aparté, mais parce que je suis un puriste de à ce pas que je suis un puriste, mais pour moi, les choses ont un sens. Parce que j'ai le regard d'éleveur et un éleveur excusez-moi, si vous êtes éleveur, vous ne sélectionnez pas un chien qui est en échelon 1, parce que pas parce qu'il n'est pas bon ou qu'il ne le sera pas, mais tout simplement parce que, vous n'avez pas une grille de lecture complète. Lorsqu'un chien est sur un programme échelon 3, vous avez une grille de lecture. Performance athlétique avec les sauts, bien entendu l'obéissance, mais l'obéissance en soi, n'a pas trop d'impact en termes de sélection pure. Avec le coup d'œil, on peut voir certaines habilités du chien, mais on sait que l'obéissance, je vais vous dire, avec n'importe quelle race, quelque part, on peut le faire. Par contre, les sauts et le mordant, non. Toutes les races ne peuvent pas le faire et surtout, arrivé en 3, vous avez des exercices qui sont vraiment qui sélectionnent les animaux. Une attaque arrêtée, elle sélectionne le cheptel. C'est facile d'arrêter son chien, mais après il faut qu'il y retourne sur une attaque avec la même conviction. Ça sélectionne. Une garde objet, ça sélectionne. La recherche, ça sélectionne et ça, par exemple, en échelon 1, on ne l'a pas. C'est pour ça que je me permets ce petit aparté. Ça n'enlève bien sûr pas, encore une fois, pas le mérite, à ceux qui participent au Grand Prix. Je l'ai moi-même fait avec quand mes chiens étaient jeunes, mais quelque part, c'est l'échelon 3 qui, oui, je sais bien. C'est gentil, Samba la Maïma, c'est gentil, pas de souci. Non, non, c'est juste pour expliquer, certaines choses parce qu'avec le temps, c'est vrai qu'on se met dans la compétition, on voit nos sports comme des sports, mais nos sports à la base sont des programmes de sélection. Ce sont des disciplines. C'est pour ça que ça garde un sens et si vous voulez mon point de vue personnel, c'est que le Grand Prix en 1 et en 2 ne devrait pas exister, tout simplement. Il ne devrait y avoir que l'échelon 3. Pour moi, c'est un petit peu, si vous voulez, comme, les arts martiaux, vous voyez? On a sorti toutes les couleurs. Alors il y a jaune, il y a bleu, il y a vert, il y a puis après il y a jaune, orange et compagnie. Mais bon, soit on est débutant, soit on est confirmé. Soit on est ceinture blanche, soit on est ceinture noire, vous voyez?
bah, c'est un petit peu la même chose. Je suis champion des ceintures jaunes. Bon, bah, je suis champion des ceintures jaunes, quoi. C'est un petit peu ça, en fait. Ça voilà, bon allez, je passe le sujet, je passe le sujet, je passe le sujet et je reviens encore à ce que je voulais dire au début, ring mon du ring. En termes d'exercice pur, l'exercice nouveau, mais qui généralement ne pose pas de soucis dans l'OB, ça va être le petit bois. En fait, c'est un exercice comme il est totalement différent du programme ring, en fait, il ne pose pas de soucis et c'est là où je voulais en venir, c'est que bien souvent, les exercices qui posent le plus de soucis lorsque l'on passe d'un apprentissage ring à la discipline mondio-ring, ce sont les exercices qui se ressemblent, mais qui ont une toute petite différence. L'absence. À mes yeux, l'exercice le plus difficile, c'est l'absence. Salut Anne! L'absence, tout simplement parce que les chiens ont pris l'habitude qu'il ne se passe rien à l'absence et bien souvent, vous savez, en mondio-ring, il y a une diversion, une distraction qui est amenée et bien souvent, et ben cet effet de surprise, fait que les chiens sursautent un peu et vont bouger. Ça, je l'ai vu beaucoup et même sur des chiens qui étaient au sélectif en ring ou en finale de ring, bien souvent, ils ont eu des petites déconvenues sur l'absence, parce qu'ils étaient surpris et comme en fait, c'est insidieux parce qu'en fait, l'expérience qu'ont les animaux du concours, c'est celui du ring. Donc ils s'y attendent pas, en fait. C'est-à-dire que même si vous le préparez, c'est ce que je me suis aperçu lorsque je passais d'une discipline à l'autre et encore que, moi, j'ai pas trop fait que du ring et après basculer mondiaux, c'est les copains qu'on avait préparés pour ça. Mais justement, je me suis aperçu que les chiens, quand ils sont en concours, vous savez, ils ont leur routine de concours et même si vous changez des paramètres à l'entraînement, ce n'est pas pareil. En concours, le chien, il a pris ses aises, si vous voulez et il a sa routine et là, tout d'un coup, le Monduring va le surprendre. Je pense un petit peu, c'est normal et d'ailleurs, même des chiens, moi je vois par exemple le cas de tous les chiens que j'ai connus qui n'étaient qu'en ring et qui sont passés en mondiaux et qui ont fait une carrière. Je vous parle de chiens qui ont soit fait les sélectifs en ring, voire plus, et qui ensuite sont allés en Monduring et qui sont également et qui sont devenus finalistes en Monduring et qui ont fait aussi certains les championnats du monde. Bien souvent, le premier concours mondiaux, c'était je vais pas dire que c'est une catastrophe, mais le tout le monde toute l'équipe s'est un petit peu plantée, en fait, parce que, ouais, à l'entraînement, ça passait, mais en fait, c'est tout un ensemble. Il faut que le chien prenne ses repères de concours et c'est ça qui change un petit peu. Donc il faut quand même que l'animal ait l'occasion d'y aller un petit peu et même le conducteur, par exemple, bien souvent, les gens ont pris l'habitude, hem au départ d'exercice, de ne pas être en contact avec l'animal parce que c'est exigé en ring, mais on n'a pas le droit de bouger en monde du ring et ce n'est pas exigé. Donc c'est-à-dire qu'à chaque départ d'exercice, lorsque vous arrivez, je ne sais pas si votre position de départ, c'est assis. Lorsque vous arrivez et que vous dites: «Assis», bah, vous bougez plus, c'est fini. Vous attendez le coup de poire pour faire votre exercice, en fait et bien souvent au début, d'accord, pourquoi à l'entraînement, c'est assez positif pour l'instant? Parce qu'à l'entraînement ah oui, mais Sinodog Pro, mais bien sûr, à l'entraînement, il y aura pas de c'est bien, non, mais c'est bien que ce soit positif et il y a pas de raison que ça se passe mal. Surtout que ça reste de l'échelon 2, c'est pas, le problème, c'est que les gens qui ont fait les sélectifs en ring, par exemple, on n'a pas le droit de redescendre en 2. On est obligé d'aller en 3. C'est la seule spécificité. À partir du moment où vous avez mis un pied en sélectif, vous êtes obligé d'aller en 3 direct. Et là, par contre, il y a un petit peu plus de déconvenue que si on redémarre un petit peu plus bas, échelon 1, échelon 2. Et donc je disais par exemple, bah, en mondiaux, bien souvent les gens ils disent ceux qui viennent du ring, ils disent: «Assis» et hop, ils vont se décaler un peu et bah, là on perd par exemple des points parce que ça c'est considéré comme un double commandement, le fait de bouger. Des choses toutes bêtes, le saut en longueur. Si vous prenez le saut en longueur, donc en monduring, en échelon 2, vous avez le saut de votre choix et la haie qui est imposée. Bonsoir le BGC. Le saut de haie, donc lui, il est imposé. Le saut au choix, c'est soit la palissade, soit la longueur. Par exemple, la longueur, heu, en ring, on a pris l'habitude que lorsque le chien a sauté, c'est fini, pas en mondiaux. Soit il y a rappel, soit il y a fixation et on va le chercher.
et c'est là, des fois, qu'on perd des points parce que c'est le même saut, c'est la même chose, mais juste certains éléments de règlement changent, en fait. C'est juste un petit peu là, mais merci, ça va très bien, mais voilà, et j'ai vu que, bah, alors Véro, tu t'inquiètes pour ton petit bois visiblement. Heu, tu marqué et le petit bois avec un emoji, qui n'inspirait pas la confiance. Alors attends, je sais pas si j'ai revu. Allez, petits bois. Les petits bois, c'est super simple. Les petits bois, c'est super simple. Je vais vous donner mon astuce. C'est pas que c'est une astuce, j'ai rien inventé du tout, je suis pas plus intelligent qu'un autre. C'est juste que j'ai trouvé un truc. Ah, disons qu'à l'entraînement, OK. Bon, va falloir que je vienne voir ton entraînement, Véro. Que je te challenge un peu. Hem, il ne faut jamais utiliser le sens de la vue. C'est un peu comme le rapport à l'insu en ring. Je recommande de ne travailler que l'olfactif, et c'est beaucoup plus facile sur le petit bois de mon du ring que l'insu de ring. Parce que l'insu de ring, l'objet du chien est gros, est visuel, et le chien peut le voir de loin, et donc le sens de la vue peut prendre le pas sur le sens de l'olfaction. Au niveau non, c'est pas que pour un pro, c'est simple. Justement, écoutez la suite sur le petit bois. C'est à la portée de tous, et je suis pas plus pro qu'un autre. Vous savez, quand j'ai démarré le mondiaux, j'étais comme vous. Je n'y connaissais rien, je ne savais pas faire. Par contre, je me suis aperçu que le chien, heu, en fait, si vous voulez, il compte les exercices, il va vite et cetera. En fait, j'ai fait le truc inverse. C'est-à-dire que, je me suis pas dit: «Il faut que l'animal sache discriminer les ob le petit bois». Je me suis dit: «Il faut que mon animal cherche une odeur», et en fait, je n'ai même pas travaillé le petit bois. C'est-à-dire que si vous venez vous entraîner avec moi, vous allez voir, je n'ai jamais de petit bois. Je n'utilise pas de petit bois. J'utilise un objet qui a la taille d'un petit bois, bien entendu, qui a la taille, mais un peu comme les objets de pistage. Pour ceux qui font du pistage, ça peut être un petit morceau de moquette enroulé, un petit morceau de lino enroulé. Vous voyez, ça peut être aussi du bois, bien entendu, mais des fois même un morceau de tuyau d'arrosage, différents types de tuyaux d'arrosage. J'utilise ça, parce que ça en a au moins la forme, vous voyez? Ça a cette forme-là, à peu près, cette longueur-là. Mais par contre, ce n'est jamais visuel. C'est-à-dire qu'au début, lorsque je vais le poser, que je demande à mon chien de chercher, lorsque je le pose, il est sous l'herbe, il est caché sous quelque chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais il est visuel, et en fait, le chien, comme il y a un conditionnement de départ de l'exercice, le chien se conditionne tout simplement à utiliser d'entrée de jeu son nez, et pas à rechercher visuellement où est le petit bois. Et en plus, s'il ne sait pas que c'est un petit bois, il va pas être attiré visuellement par le petit bois. Vous faites coup double. Pourquoi je dis vous faites coup double? Parce qu'à la fois le chien, comme il ne cherche qu'une odeur, il n'a pas besoin de discriminer plusieurs petits bois puisqu'il cherche une odeur. Vous voyez l'astuce? On n'utilise pas le même sens, et en plus, et là, par contre, là, pour le coup, c'est l'expérience, hem et là, c'est l'expérience qui vous parle. Nos chiens nos chiens, en fait, avec l'expérience des concours, s'aperçoivent qu'il y a plusieurs petits bois et qu'ils ramènent toujours un petit bois. Donc s'ils ont l'habitude de petits bois, vous savez ce qui se passe? Ils comptent les exercices, ils sont pressés d'aller au mordant. Donc après, quand ils veulent se dépêcher et pas réfléchir, si vous voulez, ils sont pressés, ils veulent se dépêcher. Souvent, l'entraînement, ils sont pas dans cet état d'esprit parce qu'ils savent qu'il faut se concentrer. On est à l'entraînement, donc voilà, il faut se concentrer. Mais des fois, l'excitation du concours, l'emballement du concours, le chien, il se dépêche, il prend le premier qu'il trouve et il ramène. Pas qu'il est pas capable de trouver, pas que ça a été mal expliqué, mais l'emballement du concours. C'est la raison pour laquelle jamais j'utilise de petits bois, tout simplement. Et le fait de jamais utiliser de petits bois, il cherche une odeur. Et l'odeur, c'est simple, c'est moi. C'est moi, donc en fait, quand je pose le jour du concours, quand je prends un petit bois et que je le pose, quelque part, où on me l'indique,
Bah, le chien ne cherche pas un petit bois, il sait même bien souvent, il passe dessus: «Oh putain, c'est mon odeur, paf, il prend». Il est même pas attiré par un petit bois, tout simplement parce qu'il en a jamais vu. Alors, juste, je reste comme c'est sur cet exercice-là, je vois que Véro nous a marqué: «Perso, je pense qu'il a pas compris la différence entre le bois et l'odeur quand il y en a plusieurs». Parce que tu viens de faire exactement ce que je dis que je ne fais pas. Ne prends pas de petit bois, Véro. Véro, tu prends n'importe quel objet sauf un petit bois et tu le caches. Ne lui fais pas chercher un petit bois. Fais-lui chercher ton odeur. Point barre. Et tu vas voir que petit à petit, le chien va vraiment aller au nez et pas regarder, chercher le petit bois. Parce qu'après, quand il est à regarder pour trouver des bois et ensuite poser son nez pour faire une discrimination, le problème, c'est qu'avec l'excitation du concours ou le fait qu'il soit pas concentré, il va te prendre le premier petit bois, il va pas faire attention. Et en plus, des fois, les gens qui marquent avec une odeur supplémentaire un petit bois, pensez bien, les autres petits bois qu'on va vous mettre à côté, l'odeur, elle se diffuse. Et si le chien est pressé, il repère cette odeur, pouf, il attrape le premier qui vient. C'est pour ça, si vous voulez une précision, le chien qui met vraiment le nez jusqu'à aller tac sur son objet à lui, eh ben, il faut pas que le sens de la vue fonctionne, mais que le nez. Alors, j'ai vu que le BGC nous avait mis une petite question. Heu, alors, Fabrice, j'aurais une question. Peut-on oups là, attendez. Peut-on pratiquer le ring en compétition tout en ayant un travail à côté, s'il te plaît? Bah, je vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. On a un magnifique exemple avec, Monsieur Béhagle et son chien, Irock, puisqu'il travaillait, il me semble, avec son chien, il me semble que c'était au niveau du tunnel sous la Manche. Travaillait avec son chien et ce chien a été finaliste en ring. Voilà et je peux vous dire que travailler, faire des nuits, des longues vacations avec son chien, c'est très, très usant, très, très physique et ça l'a pas empêché d'être finaliste de ring. Heu, c'est un exemple parmi tant d'autres. Beaucoup de personnes ont un chien qui travaille et à côté, font, une activité, sportive donc sur le principe, il y a pas d'incompatibilité. Bien entendu, ça dépend de l'animal. Bien entendu, il faut quand même mettre, certains paramètres, on va dire, du côté du chien pour que tout se passe bien, mais sur le principe, il y a pas de raison. Heu, vous, vous travaillez et vous avez une activité à côté? Vous faites un sport à côté peut-être? Voilà et si on regarde, combien il y a de sportifs de haut niveau humains, d'athlètes de haut niveau qui, n'étant pas sponsorisés et cetera, travaillent à côté. Ils y arrivent, pourquoi pas le chien? Le chien n'est pas plus mauvais qu'un humain, hein. Donc sur le principe, il y a pas de souci, mais c'est sûr qu'il faut certainement, qu'il faut certainement adapter à sa situation. Dans ce cas-là, il faut travailler la capacité du chien à contrôler ses émotions. Bah, c'est surtout qu'il faut faire exactement, comment dire? Il faut faire exactement comme pour un humain, moi je pense que le chien fait bien la distinction entre le sport et le travail et on peut avoir 2 chiens totalement, je vais pas dire différents, mais c'est comme vous quand vous êtes au travail ou quand après vous faites votre sport, je vais pas dire que vous êtes 2 personnes différentes, mais c'est un petit peu le même truc. Vous vous reconcentrez sur un autre sujet, mais moi je pense surtout que c'est le repos qu'il faut. Heu, la récupération, le repos, c'est hyper important. Hem, eh bien, un grand coucou à Dany. C'est du Sénégal, hein, que vous êtes, Dany, il me semble, hein? Sen Académie Chien. Un coucou. Bah, voilà. Bah, on a les justement, on a l'exemple, Sinodog Pro nous dit: «Mes 2 chiens Ring 3 sont certifiés sécurité privée». Donc c'est totalement possible. Patrick nous demande: «Combien faut-il d'entraînement par semaine pour avoir des bons résultats?» C'est une question c'est une question complexe qui ne va pas pouvoir se répondre par un simple chiffre. Car tout est possible, tout est permis, c'est le jeu de la vie. Non, c'est pas ça. Tout dépend de l'âge de l'animal,
Tout dépend de son avancée dans un programme et en fait, le nombre d'entraînements par semaine est à adapter en fonction du niveau, de la pratique et cetera, quoi. Et tout dépend ce qu'on appelle entraînement. Si je prenais mon cas personnel, bah, je m'entraîne jamais ou je m'entraîne tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu ou pas? Je m'entraîne jamais, ça veut dire qu'en fait, bah, est-ce que si je fais 3 positions en me promenant avec un chien, j'entraîne? Est-ce que, aller au club, au terrain du club, c'est entraîner? En fait, elle est là un peu la frontière entre entraînement et pas entraîner. J'entraîne dans le sens, je travaille mes exercices, un petit peu tous les jours sur un jeune chien, sous forme d'atelier. Je ne sais pas si on peut appeler ça des entraînements, d'autant que je vais pas spécialement sur le terrain, en fait, pour ça. C'est un petit peu là où je suis, je me prends 5 minutes, je travaille, 2-3 petits exos et puis deux-trois petits exos, deux-trois petits ateliers, c'est-à-dire des parties d'exercices qui vont me servir. Si on parle d'entraînement, on parle de mordant. Il me semble que, bien entendu, c'est pareil, encore une fois, j'ai connu toutes les époques. J'ai connu l'époque quand j'avais mon S Léon, donc je vous parle d'une époque, il y a plus de 20 ans, quand j'étais avec Patrice Foucault, c'était 6 fois la semaine que j'entraînais, 6 fois la semaine. Heu et après, plus tard, lorsque j'ai eu la chance d'entraîner aussi avec, Bernard Boutonnet, on était plus qu'à 2 la semaine. Dans les 2 cas, je suis allé en finale de ring. Ce sont pas les mêmes principes d'entraînement, ce sont pas les mêmes choses. Hem, Entraîner pour entraîner, ça donne pas grand-chose si vous voulez. Il faut quand même qu'il y ait un apprentissage derrière. En termes de mordant, je pense que 2 la semaine, ça me paraît être pas mal, quoi. Ça me paraît être pas mal. Moins c'est délicat, surtout en période d'apprentissage. Après sur un chien qui est mis, c'est là aussi, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas facile de pouvoir vous répondre parce que un chien qui est mis, un adulte un adulte qui est déjà en échelon 3, ce n'est plus que de l'entretien. Donc, bah, là, du coup, j'ai parlé de mes exemples perso et récents. Si je prends des chiens, alors quels étaient mes derniers chiens où j'étais en 3? Là, je vais y revenir. Bah, j'entraîne, 1 fois la semaine. Ragnar, il entraîne qu'un mort dans la semaine quasiment. Heu, En moyenne, c'est ça. Hot dog, j'étais à un ou 2. Quand je dis un ou 2, c'est-à-dire qu'en général, je faisais un entraînement de mordant, je déroulais quand même un parcours et j'essayais si possible que ce soit en changement de terrain parce que du coup, je faisais un parcours assez complet, donc je faisais l'obéissance et le mordant et puis après, je ne faisais plus qu'un atelier comme ça, j'allais dire, avec un copain, on faisait juste une garde d'objets ou juste une défense et puis c'est tout, en fait. Et puis des fois, il n'entraînait pas de la semaine. D'ailleurs, généralement, quand j'ai une grosse compétition, je n'entraîne pas la semaine de la compétition, je laisse le chien au repos. J'ai pas toujours fait comme ça, mais on va dire cette dernière décennie, j'ai toujours pratiqué ainsi et c'est ce que je recommande par contre, ne pas entraîner la semaine du concours, mais pour éviter la blessure, pour éviter l'erreur qu'on ne peut plus rattraper. Il vaut mieux un chien en pleine forme et en possession de tous ses moyens, plutôt qu'un chien, lessivé, complètement fatigué et à qui on a mis des erreurs parce qu'on a voulu s'entraîner. Pourquoi? Pour se rassurer nous, pas le chien. D'un point de vue physique, le chien a besoin de beaucoup moins d'entraînement pour maintenir une performance athlétique par rapport à un humain. Ça remonte à un bout de temps, mais je l'avais lu sur une thèse véto qui parlait des capacités, cardiaque et pulmonaire du chien et ils expliquaient que, le chien assez rapidement pouvait atteindre de très bonnes performances et que contrairement à un humain, il avait besoin de moins entraîner pour maintenir ses performances. Là, je parle d'un point de vue athlétique. Notre discipline n'est pas qu'une performance athlétique. Bien entendu, il y a du dressage et plus on monte dans le niveau et plus il y a des détails, il y a de la précision mais pour se faire plaisir et même aller à assez bon niveau, voire haut niveau, parce qu'il faudrait une réponse, je vous dirais que 2 fois la semaine, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. 2 fois la semaine, il n'y a pas l'obligation de faire des programmes entiers, d'ailleurs je ne le conseille pas. Une fois de temps en temps un programme entier, pas plus d'une fois la semaine les sauts quand ils sont acquis, heu
Vous voyez, c'est pareil, les sauts, entraîner les sauts, j'essaye d'un peu de mémoire de me souvenir, mais Hot Dog, Clash, Extra, tous ces chiens-là, qui ont fait, sélectif en ring, finale de ring ou, finales mondiaux, tous ces chiens-là, c'était une fois tous les 15 jours, 3 semaines à peu près que je faisais, les sauts. Je parle de chiens qui étaient en 3, hein, pas au démarrage. Au démarrage, quand je démarre un exercice, je le fais un petit peu tous les jours et quand cet exercice-là est acquis ou compris, hop, je passe à un autre exercice. Je ne fais pas les exercices, je fais pas de programme, en fait. Je fais des petits ateliers que je répète, que je répète. Quand je vois qu'un atelier est à peu près compris, tac, je passe à un autre atelier. Quand je vois qu'il est à peu près compris, hop, je reviens à l'atelier précédent, mais je monte un petit peu le niveau et en fait, voilà, je passe d'un atelier à l'autre mais si vous voulez, c'est, je dirais n'importe enfin, non, c'est pas n'importe quoi, mais pour vous donner un petit peu le principe, je vais faire, je suis sur un atelier pendant 2 3 jours. Quand je vois que le chien a compris, tac, je fais une pause sur celui-ci. Je passe à un autre atelier pendant 2 3 jours, tac, je fais une pause. Soit c'est un autre atelier, soit je reviens sur le précédent pour voir ce qu'il a en tête, s'il a bien gardé en tête cet atelier-là et je vais monter un petit peu la difficulté et ainsi de suite, en fait. Donc voilà un petit peu, mais le nombre d'entraînements, il est quand même propre à chacun, à sa façon d'entraîner. Quelqu'un qui fait des programmes complets, honnêtement, passer 1 ou 2 entraînements, ça me paraît beaucoup. Parce qu'après il y a une question d'usure. Un jeune chien, il va le passer, mais vous savez, quand on veut avoir une carrière longue et j'ai quand même la chance d'avoir des chiens qui ont des carrières longues. C'est-à-dire que moi, mes chiens à 9 ans, ils sont encore en 3. Heu je fais encore des bah, là, par exemple, Hot Dog, à 9 ans, il faisait encore une finale de mondiaux, quoi. Ou les autres, que j'ai eus, ils faisaient encore des tournées de sélectif, à 9 ans. Forcément, il y a un peu d'usure, un peu de vieillure, si je peux dire. Mais ils sont en forme, ils sont surtout contents de le faire et il y a pas de gros bobos, il y a pas de grosses casses, du moment que le chien se fait plaisir. Mais ça sous-entend qu'ils n'ont pas été usés petits. Donc plus vous allez pousser dans les retranchements l'animal, plus vous allez avoir une usure prématurée et peut-être une carrière plus courte pour le chien. Donc vous voyez, faut des fois savoir ménager et un jeune chien, bah, j'entraîne un petit peu tous les jours, mais je fais des petits ateliers. Alors, voyons un petit peu, je vois que vous m'avez mis d'autres, petits messages. Hervé 1414. Bonsoir, j'ai BA de travail, 1 an, dressage ou ring? Alors là, si vous m'en dites pas plus, je vais être bloqué, Hervé 1414 parce que dressage ou ring, heu, j'avoue que je comprends pas la question. Et là, il y avait Dany: «Oui, bien sûr, depuis le Sénégal». Yes. Hem, le BGC, oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a un réel calcul des jours et des heures d'entraînement, oui. Quels sont les soucis auxquels tu as été le plus confronté au cours de ta carrière, s'il te plaît? Et comme dit Anne, qui veut assez loin ménage sa monture. Quels sont les soucis auxquels tu as été le plus confronté au cours de ta carrière, s'il te plaît? Bah, faudrait pas paraître bateau, en fait, mais rarement les soucis ont été au niveau du chien, en fait. Les soucis, ils ont été d'ordre, humain, personnel ou professionnel. Donc, soit parce que je suis assez peu compatible. Moi, mes soucis personnels, c'est que je suis assez peu compatible avec, une vie sociale. Donc, j'ai l'habitude de faire ce que je veux, comme je veux et quand je l'entends. Donc, c'est assez peu compatible, donc, mon plus gros souci, ça a été de m'intégrer avec un groupe d'humains, quoi. Alors vous allez me dire: «Ouais, ça paraît bateau, ça va pas vous aider vous», je suis désolé, mais c'est malgré tout ma plus grande difficulté et aujourd'hui, ma plus grande difficulté, c'est que je n'ai plus le temps disponible que j'avais lorsque j'étais plus jeune. Des enfants grandissent, une entreprise aussi à s'occuper, donc la compétition passe un petit peu après. Hem, ensuite, d'un point de vue chien, heu, j'ai pas eu si vous voulez, il y a pas forcément des plus gros soucis, si, je vais vous dire les soucis, qui s alors pas dans ma carrière à moi, je prétends pas qu'un humain a une carrière,
Mais par contre, pour la carrière du chien, le plus gros souci, c'est la blessure et c'est ça qu'il faut se prémunir et préserver son animal, c'est le point le plus important. Pour moi, c'est l'animal qu'il faut préserver et là, par contre, surtout jeune, j'ai l'excès de vouloir bien faire, nous pousse, vous voyez? C'est un excès, donc ça nous pousse trop loin dans certaines choses. Je voulais trop de conditions physiques sur l'animal, je voulais trop le préparer, trop l'entraîner, trop, trop, trop et en fait, on s'en rend pas compte mais comme pour nous et je le suis un peu pour moi, c'est pareil, je ne m'arrête jamais. Quand j'ai quelque chose en tête, je vais jusqu'au bout et tout. Mais, c'est maintenant que je comprends que, comme l'a dit très bien Anne, l'expression: «Qui veut aller loin ménage sa monture» et en fait, la récupération fait partie de l'entraînement. Hem, Prendre son temps, je suis quelqu'un de pressé, et je veux être efficace, aller le plus vite possible. Il faut savoir prendre son temps, il faut savoir, préserver son animal. Une blessure est vite arrivée. Donc je dirais que la blessure et je quand même, j'ai jamais alors juste aussi pour signaler, juste pour sur le fait de la blessure, juste pour vous que vous compreniez, parce que ça revient sur la question de l'entraînement et du nombre. Il me semble, j'essaye de pas dire de bêtises, mais il me semble que je n'ai jamais eu de blessure en concours. Toutes les blessures qu'ont eu mes chiens sont à l'entraînement. Donc plus on entraîne, plus on a de chances de se blesser. Vous voyez? C'est un petit peu ça, si vous voulez. Faut préserver son chien, faut y faire attention, tout comme nos hommes d'attaque, c'est la même chose. Il y a il arrive des accidents en concours, ils sont assez rares. Les blessures, c'est surtout à l'entraînement et si vous comparez avec les sportifs humains, c'est souvent le cas. Bien entendu, il peut y avoir des faits lors d'une compétition, mais bien souvent, c'est à l'entraînement que les gens se blessent. Alors, je vais voir. Ah bah, les animaux sont toujours au top, les coquins. Oui, ils en veulent toujours plus que nous. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça te manque les compétitions? Bah, honnêtement, ça m'a jamais trop plu. Heu, là donc ça me manque, c'est pas que la compétition alors, la compétition en tant que telle me manque, c'est-à-dire le fait de me challenger. Voyez? Le fait de me challenger, c'est-à-dire de dire: «Est-ce que je suis capable?» Oui, ça me manque. Comme vous avez dû l'entendre précédemment, je suis assez asocial. Donc en fait, l'ambiance des compétitions ne me manque pas du tout. Heu, je suis ass alors, autant je suis quelqu'un d'effacé et timide, autant, je n'ai pas le stress de l'événement. C'est-à-dire que je ne ressens pas le stress, d'un championnat du monde, d'une finale, heu, mais j'ai le stress de la première fois. C'est-à-dire que, le petit vraiment l'incertitude, les questionnements, vous voyez ce petit picotement d'avant l'événement, je l'ai, mais uniquement quand je démarre avec un nouveau chien et bien souvent mes plus grands stress, c'est le brevet. Vous allez dire: «Il est fou lui», mais ouais, c'est le brevet et forcément tout ce que j'ai pu faire la première fois avec mon premier chien, on va dire 2 compétitions qui étaient S-Léon, le premier bah, donc le brevet, les premiers sélectifs et forcément la première finale et là, j'étais vraiment très stressé. Mais une fois que je l'avais vu, en fait, je me suis aperçu que la compétition, je suis toujours parti du principe que la compétition n'était qu'une répétition de l'entraînement et j'ai le même langage, la même communication avec mon chien à l'entraînement qu'en concours. Donc en fait, une fois que j'ai vu comment mon chien se ressentait en compétition, je ne suis plus surpris de mon chien, en fait. En fait, il y a juste cette surprise-là qui peut m'apparaître, être surpris par mon chien en compétition parce que je ne le connais pas encore. Mais à partir du moment où je le connais en compétition, bah, j'ai plus du tout de stress, quoi.
J'ai non, en fait, ça me stresse pas, mais par contre, savoir si je vais y arriver, me challenger, me donner envie, ouais, ça me manque forcément. C'est pour ça que, là, j'ai un super challenge avec le chien que j'ai parce que on a un très mauvais démarrage. C'est la première fois que, j'ai un chien que je n'ai pas entraîné étant petit. Et puis en plus, avec, le confinement et tout ça, il est pas sorti, il a pas fait de changement de terrain, il n'a strictement rien vu. Il était paumé. Les premières expériences se sont très mal passées parce que j'ai pas eu des gens sympas, les premières fois, donc le chien avait été marqué. Je reviens de très loin, je n'ai pas le temps d'entraîner, je n'ai pas une grosse équipe. J'ai des personnes qui m'aident, mais je n'ai pas d'équipe à proprement parler. Je suis avec mon jeune Maxime et on se démerde comme on peut. Et on va y arriver. Ou pas, mais c'est pas grave. Voilà, tout simplement. Sidiou et Nala, pourquoi dans le ring français, on ne prend pas des sujets de lignée d'élevage belge pour la compétition? Alors si, il y a des gens qui en prennent, en fait, c'est pas le fait pourquoi est-ce que les gens n'en prennent pas? Parce que, nos disciplines, lorsqu'on les pousse à haut niveau, ça veut dire qu'il faut des prérequis. Ça veut dire qu'il faut des chiens qui soient vraiment destinés pour ça. Je vais vous faire des comparaisons toutes bêtes. Pourquoi à la NBA, on n'a que des gens de plus de 2 mètres? Il y a une forme de sélection, vous voyez? Dans le basket, il faut des humains de grande taille. Si malheureusement, vous êtes de taille normale en fait, et plus petit que 2 mètres ou 1,90 m, bah, il y a des génies qui ont réussi, mais il y en a très peu. La sélection fait que les grands sujets vont développer ça. De la même façon, dans d'autres sports, il va falloir comment dire? Une certaine, anatomie, une certaine façon de penser pour pouvoir performer. Tout le monde ne va pas être un champion des échecs, tout le monde ne va pas être un champion en natation, tout le monde ne va pas être un champion en football et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même des «types» entre guillemets, de personnes pour tel ou tel sport. Et bien, dans nos disciplines, c'est la même chose. Sauf que là, c'est pas une sélection due par le nombre et ça s'écrème au fur et à mesure pour performer dans un sport. Nous, dans nos disciplines, à la base, les programmes étaient là pour sélectionner un cheptel et tout simplement, les élevages on va dire, les lignées belges, les élevages en Belgique, à la base, sélectionnaient pour leur propre programme et leur programme est un peu différent du programme français. De la même façon qu'en Allemagne, ils ont un autre type de programme, de façon qu'en Hollande, ils ont un autre type de programme et au final, les sujets sélectionnés diffèrent un tout petit peu parce que leur spécificité, puisqu'on sélectionne les chiens pour être aptes dans ces spécificités-là, ou c'était pas facile à dire, et bien petit à petit, on a des chiens, génération après génération, qui présentent un certain atavisme, c'est-à-dire que de manière presque innée, alors c'est pas inné parce que ça a été sélectionné, mais de manière presque innée, ils ont le comportement idéal pour quelque chose. Ils ont le comportement pour bien performer dans leur discipline. Qu'est-ce qui va par exemple changer entre la Belgique et la France? En France, nos disciplines sont plus basées sur le mouvement. C'est plus lié à une confrontation homme d'attaque chien. Donc il faut un chien plus réactif, capable d'attraper en haut, en bas, un repoussé de bras, tac, on attrape au poignet, des pivots, vous voyez? Beaucoup de technicité, par exemple. Si on compare avec la Belgique, en Belgique, on demande moins cette technicité, on demande plus une qualité de prise en bouche et on demande à franchir des accessoires, à traverser. C'est ce qui est regardé en priorité. Contrairement à nous, où ce qui est regardé, c'est la confrontation avec l'homme. Eh bien, petit à petit, les animaux sont un petit peu différents, génération après génération. Vous avez des chiens
plus, on va dire, bulldozer, costaud, une grosse bouche, qui cassent tout et qui vont attraper et serrer. Et de l'autre côté, donc plutôt côté français, vous allez avoir plutôt des chiens vivaces d'esprit, très précoces et qui vont être ultra réactifs et donc plutôt des gabarits plus, médiums, un petit peu plus petits, mais plus des boules de nerfs si vous voyez ce que je veux dire. Donc lorsque l'on veut alors c'est pas que l'on peut pas prendre un chien de lignée belge pour jouer sur un programme français, en ring français. C'est juste que ses prédispositions ne sont pas forcément faites pour ce programme-là. Ça n'empêche pas d'y jouer et je ne me rappelle plus quel ancien disait et il avait raison: «Un chien s'analyse sur le programme sur lequel il a été sélectionné». Tous ceux qui essayent de comparer, un petit peu comme des gamins qui regardent, celui qui a la plus grande, «Bah, moi, mon chien, il vient de Belgique, il est plus fort que toi, ton chien qui vient de France, qui est plus fort que, je sais pas qui». Non, il f on analyse un chien sur son programme, sur le programme sur lequel il a été sélectionné et quand je parle sélectionné, c'est d'un point de vue génétique et à ce moment-là, on peut voir si c'est un champion sur son programme. Mais ça n'empêche pas d'en faire, vous pouvez prendre un chien en Belgique et ça vous empêche pas de jouer, sur un programme, ring français. Mais c'est juste qu'il y a moins de chances qu'il ait un atavisme, qu'il ait des prédispositions pour pratiquer et donc on le sait très bien, la performance de haut niveau, plus on a des prérequis au début, plus c'est facile. Alors peut-être que tout le monde veut de la facilité. Ça, c'est une autre question. C'est comme ça que beaucoup ont quitté leur race de prédilection pour s'orienter vers le malinois. Alors je change de c'est pas que je change de sujet, je vais lire un petit peu. On a Des nounours de Zali qui nous marque. «J'ai une malinoise de 4 ans dans sa famille qui a mordu sévèrement l'infirmière. Elle a passé ses 3 visites véto comportementales et la véto l'a déclarée non agressive. Je souhaite lui trouver un nouveau foyer car les propriétaires ne sont pas conscients de ce qui s'est passé malheureusement. J'ai pas beaucoup de contacts pour lui trouver nouveau foyer. Savez-vous où je peux m'adresser?» Eh bien, c'est assez complexe parce que, c'est toujours, c'est toujours délicat. C'est toujours délicat parce que, peu importe ce qu'a déclaré le veto, vous mettez, ce chien à disposition d'autres personnes. On ne sait pas comment que ça peut se passer plus tard. Et surtout, mon expérience me montre que beaucoup de personnes ne sont pas faites pour avoir un malinois. Un chien, déjà, c'est compliqué. Alors un malinois, ça l'est encore plus. D'autant que, heu, bah, en fait, c'est pas un malinois devrait aller que dans les mains d'un utilisateur, si vous voulez, ou que des gens qui veulent vraiment faire de la compétition ou du travail avec. Le seul problème, c'est que comme, cette petite chienne n'a pas été développée dans cette activité-là, il y a peu de chances qu'elle convienne. Donc maintenant, à part de la compagnie, ça va être compliqué et malheureusement, ça reste toujours le système D. Enfin, il y a peut-être des gens qui vont pouvoir vous répondre. Là, moi, pour moi, ça me dépasse un petit peu. Ça sort du cadre dans lequel, j'ai l'habitude de m'occuper des animaux et j'avoue, tout simplement de pas savoir quoi vous répondre, en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir vous aider, qui ont peut-être l'habitude, qui travaillent peut-être dans les refuges et tout ça. Moi, ce domaine-là, je le maîtrise pas du tout. Donc je suis incapable de vous aider là, sur la question. Le malinois ch'ti: «Bonjour, vous êtes d'où?» Bah, moi, je suis en Normandie et il y a du soleil, il y a du soleil et de la pluie. Ouais, pas de nana, il y a que de la pluie. Bon, bah, me dites pas qu'on a déjà fait le tour des questions? J'ai déjà endormi tout le monde. Bonne nuit les petits, dès que je me mets à parler, j'endors tout le monde. Je suis surpris, Anne, que tu nous aies pas réservé des petites questions. D'habitude, Anne, tu me mets toujours des questions,
un petit peu compliqué ou qui me titille un petit peu? Oh là, si, je vois ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça y est, vous vous êtes réveillés tous, c'est cool. Hem, alors je sais pas si c'est à moi que c'est adressé, je vois le Canet Corso alors le BGC, le Canet Corso est une race de chien assez lourde, molosses. Alors ça vient peut-être en réponse de quelque chose. Vous répondiez à une question, à quelque chose avant ou j'ai zappé un commentaire? Heu, là, j'avoue que Canet Corso, oh là là, il y a quelques années. C'était quand la dernière fois que j'ai breveté un Canet Corso pour quelqu'un? Quand j'avais galéré. Oh, ça doit être en 2008, un truc comme ça. Hem, alors Manon, qui répondait donc justement à la dame, enfin, je dis à la dame, c'est peut-être même pas ça d'ailleurs, qui répondait pour la malinoise qui avait mordu une infirmière. Ici 6 visites sanitaires et chien non agressif mais méchant envers nous. Ouais, de toute façon, les visites sanitaires, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que là, comme ça, on peut pas y répondre. C'est trop compliqué. Bonjour, je ne sais pas si vous avez vu ma question sur YouTube, mais est-ce que ce serait possible de nous présenter tes étalons hélices? Eh bah, Thibaut Archi, je vous ai répondu que c'était si, je vous ai répondu. Je vous ai répondu. C'est vous qui avez pas vu ma réponse sur YouTube. Ouais. C'était une bonne idée de vous vouliez une petite vidéo de présentation, c'est une bonne idée. La seule chose, c'est que moi, je suis sur le point d'arrêter l'élevage, donc vous allez pas voir grand-chose, 4 chiennes qui se battent en duel et juste mon chien, je pense que ça vous allez pas voir grand-chose, mais bon. C'est-à-dire que, à part répondre à une certaine curiosité, ça n'amènera pas grand-chose en soi, faut que j'ai le temps de construire une vidéo où j'explique pourquoi j'ai gardé cette chienne-là, pourquoi j'ai gardé ce chien-là, pourquoi est-ce que Ragnarok est un étalon d'élevage? Bah, c'est pas parce qu'il est dans mon jardin, c'est parce qu'il est issu d'une longue sélection et que j'ai entre guillemets «passé plusieurs chiens», et que j'ai fait plus et que j'ai dû en fait, c'est parce qu'ils sont issus d'une sélection. Donc, il y a eu beaucoup de sujets au préalable et une sélection sur le physique, sur la construction génétique et plus tard, après, sur tous les tests ADN avec, tous les tests génomiques des maladies comme l'ataxie, la myélopathie, les clichés radiographiques des hanches, des coudes et cetera. Quand vous passez tous les tests, en fait, bah, vous écrémez beaucoup, beaucoup, beaucoup et surtout, à la base, il y a une construction génétique, un courant de sang, heu et hem et ça, bon, ça pourrait être assez sympa de l'expliquer, mais pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans les lignées, moi, c'est assez simple. J'ai un axe Voltaire, très marqué. Ensuite, j'ai amené certains compléments pour essayer, d'atténuer des tout petits défauts que je trouvais dans la lignée et puis après, c'est un travail de construction, très classique, étalon d'appui, étalon d'apport d'une génération à l'autre. Étalon d'appui, étalon d'apport. Et en général, je travaille comme ça et la base de mon sang est sur mes femelles et pas sur les talons. Heu, Sinodog Pro, as-tu des conseils pour débuter correctement la défense mondiaux? Alors la défense mondiaux, en fait, ça dépend si on a démarrer en ring ou pas. Donc vous avez vu que vous avez démarré en ring, moi ce que je recommande par exemple si vous avez démarré en ring, c'est rapidement l'introduction d'un deuxième homme d'attaque, parce que ça c'est un point nouveau et en ring on est basé sur la réactivité, il faut surtout plus de réactivité et le point à apprendre au chien, c'est de regarder où est l'autre homme d'attaque? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un homme d'attaque s'éloigne, il faut chercher l'autre. C'est ni plus ni moins que ce principe-là qu'il faut mettre en place
et l'agression vient récompenser le bon placement, la bonne lecture du chien, du parcours que l'on a fait. L'agression en tant que telle n'est pas un test à l'entraînement pour voir si le chien défend. L'agression n'est pas là pour jouer sur la réactivité du chien. L'agression, le moment où on vient vous clapper dans le dos, d'ailleurs c'est même pas dans le dos des fois, n'est là que pour récompenser une bonne attitude du chien. Je dirais que c'est là-dessus qu'il faut vraiment bien porter son attention lorsque l'on démarre sur une défense monduring. Fabrice, j'entends parler qu'il y a des chiens faciles à dresser, des chiens à poing. Tu penses quoi? Ouais, c'est vrai que on a il y a effectivement des alors, c'est pas qu'il y a des chiens faciles à dresser ou des chiens à poing. Alors des chiens à poing, ça veut dire qu'ils ont été bien dressés. Est-ce que ça a été plus facile ou pas? Là est la question. En revanche, il y a des profils différents, mais c'est un petit peu comme chez les humains. Ceux qui étudient un petit peu les profils, les managers qui étudient un petit peu les profils des personnes pour voir un petit peu, en fonction de cette typologie, comment les employer dans une équipe, on s'aperçoit qu'il y a des profils un petit peu différents. Chez le chien, on peut voir différents profils. Vous avez ce qu'on appelle le récitant. Le récitant, il aime bien répéter les exercices. Et généralement, c'est à lui qu'on attribue ces petites, comment dire? Ces petites expressions, chien facile à dresser, chien à point, parce qu'il est récitant, il est scolaire. Il aime bien apprendre, il aime bien réciter, il aime bien répéter sa leçon. Vous avez des chiens qui sont plus, brutus, bruts de décoffrage, un peu bonsaï, un peu des comment dire? Je vais pas dire des fous furieux, mais des chiens qui ont besoin de s'exprimer, mais par contre, la routine les lasse et on a tendance à croire que ce sont des chiens plus forts que d'autres. Heu, je pense que c'est une erreur, mais ça n'empêche pas qu'ils soient faciles ou pas à dresser ou à faire des points, c'est pas parce que ou des chiens qui sont tellement obnubilés par le mordant qu'ils n'arrivent plus à se contenir et à se maîtriser, heu c'est pas qu'ils sont plus difficiles à dresser ou qu'ils ne sont pas à point, c'est juste que, un petit peu comme tout, forcément, il faut déjà un certain dosage dans chaque chose, mais bien souvent, c'est comment ils ont été démarrés, entraînés, qui fait que ça devient des chiens faciles à dresser ou pas. Et c'est pas parce qu'un animal est récitant qu'il est faible et c'est pas parce qu'un animal semble fort qu'il peut pas réciter. Malheureusement, c'est ça un petit peu toutes les difficultés pour pouvoir donner, une typologie, dans les profils de chiens, quoi. Mais c'est vrai que c'était une expression ce sont des expressions que l'on disait souvent. Heu, oui, c'est sûr qu'il y a des chiens qui sont plus faciles que d'autres, mais je vais vous dire, c'est comme si vous aviez une classe à l'école, vous avez différents élèves. Heu, il y en a pas un qui est plus stupide que l'autre ou qui est plus inapte. C'est juste qu'il y en a qui ont soit des facilités à se concentrer mieux que d'autres. Certains ont des parents qui les aident, pas d'autres. Certains sont plus attirés par ce qui se passe par la fenêtre, alors que d'autres vont vraiment regarder le prof et regarder le tableau. Heu, après, c'est aussi au professeur d'arriver à s'adapter en fonction de l'élève qu'il a en face de lui, quoi. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous n'avons pas une classe. Un prof dans une classe, il doit emmener une moyenne, vous voyez? Il doit composer avec tous les élèves qu'il a en face de lui et il a une leçon à donner, donc il faut que la leçon soit comprise par le plus grand nombre et puis, bah, les autres, tant pis pour eux. Nous, là, c'est beaucoup plus facile. On a juste un seul chien à dresser à chaque fois. On n'a jamais 3 chiens à dresser en même temps sur le terrain. Donc on peut quand même plus facilement s'adapter à l'animal. Voilà. Là, j'ai glissé gentiment un petit peu que, bah, si les gens s'adaptaient un petit peu plus aux chiens et bah, finalement, on s'apercevrait qu'il y a beaucoup de chiens faciles à dresser quand on s'adapte à eux et que finalement, bah, ils deviennent à point et que, bah, moi, quand je vois des chiens, on me dit: «Oh celui-là, c'est un dur à cuire». Ouais, c'est un dur à cuire,
Peut-être parce que depuis tout petit, on lui apprend qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais il y a des chiens qui ont beaucoup de personnalité, beaucoup de force de caractère, ça c'est sûr. Oui, tout à fait, notre personnalité Sido Dog Pro rajoute: «Notre personnalité a une incidence aussi également à nous nous adapter au chien, qui est notre élève». Mais tout à fait, de toute façon, ce n'est que de la communication, hein, ni plus ni moins. Alors là, vous répondez par rapport à la au chien. Ah ouais, ça j'avais pas compris en fait, donc là je reviens sur le chien qui avait mordu. En fait, vous l'avez récupéré, mais en fait, si j'ai bien compris, attendez, c'est assez compliqué dessus ce genre de conversation là. Malheureusement, c'est très dur. On a peur et elle le sait, elle nous intimide. Cherche un maître chien capable de recaler, la placer, de dominer. Ah, c'est assez complexe, hein, votre, question. Je suis pas sûr qu'un live comme ça sur TikTok puisse vraiment aider quoi que ce soit, mais bon. Hem, bonsoir, Maël Rosera. Bonsoir, bonsoir. Là, j'ai le soleil qui arrive en plein sur moi, j'arrive plus à lire vos commentaires, les amis. Il va falloir que je baisse le truc. Des supports pour mieux lire les chiens, livres ou autres. Merci. Le meilleur support, c'est la pratique. Je sais, ça c'est pas tout ce que je dis, mais, ça reste comme vouloir apprendre une langue étrangère. C'est la pratique qui reste quand même le mieux et comprendre le chien, communiquer avec lui, c'est tout comme apprendre une langue étrangère. C'est ni plus ni moins la même chose. Alors la c ah oui, on revient sur le Canet Corso. Le Canet Corso n'est pas très adapté pour le ring, c'est assez lourd, n'est-ce pas? Ah bah, c'est pas du tout adapté pour le ring. Il y a même pas qu'une question de poids, il y a une question de même de morphologie, ne serait-ce que la forme de la mâchoire, être capable de tourner sa tête, capable de se mouvoir, ça n'empêche pas que les passionnés de cadet corso puissent le pratiquer. Mais je pense que ça va être quand même difficile si on parle de championnat de France, du coup, ça va être quand même difficile de voir, qualifier en finale un cadet corso, oui. Et c'est pas pour discriminer une race. Des fois, les passionnés d'une race ne veulent pas entendre ce discours. Moi, je trouve ça très beau et très noble d'aimer une race, de vouloir aller le plus loin possible avec, mais d'un autre côté, moi, je pense aussi qu'il ne faut pas baisser le niveau pour rendre accessible à tout et à tous, le niveau, quoi. Enfin le niveau, pas le niveau, mais le côté attendez, excusez-moi, on me demande de faire une petite manip, parce qu'on a dû dépasser l'heure. Voilà, je suis reviendu. Hem, Si on a un canet corso qu'on souhaite pratiquer du ring, il y a pas de souci, mais il faut se mettre à la portée aussi de l'animal et de l'individu. Je reprends mon exemple de la NBA, je ne mesure qu'1,85 m. Je sais d'avance que je n'ai quasi aucune chance, surtout en démarrant à l'âge de 45 ans, je n'ai aucune chance un jour de faire une finale de NBA, quoi. Tout le monde s'appelle pas Tony Parker, quoi. Et voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Et en même temps, nos disciplines, elles ont été là pour sélectionner les meilleurs. Et le problème de vouloir baisser le niveau d'une discipline pour dire: «Ce sera plus accessible aux autres», un, ça n'est toujours pas accessible aux autres, même en baissant les difficultés et notamment les sauts, les performances. Mais de 2, vous abaissez et vous tirez vers le bas les meilleurs parce que, puisqu'on n'est plus aussi exigeant qu'auparavant, et bah, quelque part, on sélectionne moins et donc on laisse passer de génération en génération des sujets moins aptes qu'auparavant. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, au politiquement correct. Ah, excusez-moi, je me bouge un peu, j'ai le soleil en pleine face. C'est pour ça qu'il faut toujours être,
vigilant face au politiquement correct, c'est-à-dire que, oui, c'est bien que tout le monde puisse pratiquer avec, sa race de cœur. Heu, Moi, je trouve ça top. Perso, je trouve ça toujours agréable de voir d'autres races, mais il faut pas pour autant, baisser le niveau d'une discipline. Il faut pas pour autant, détriturer ce qui a été fait parce qu'à la base, c'est fait pour sélectionner. Je sais que c'est un gros mot, mais si on veut encore avoir un chien dans une dizaine d'années capable de faire quelque chose, il ben, faudrait pas perdre de vue que, nos disciplines restent de la sélection avant tout. Et je vous invite à réécouter le podcast fait avec, mon ami Laurent Mainfroid, qui est donc militaire et qui, maintenant dans le recrutement nous explique que c'est de plus en plus difficile de trouver des chiens aptes au service. Tout simplement parce que, par exemple, vouloir un chien ultra stable, eh bien votre chien ultra stable, le jour où vous aurez une mission un peu compliquée, bah, le ultra stable, le jour où il faudra vraiment qu'il intervienne, bah, il a peut-être plus les nerfs pour faire quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça, il faut toujours être vigilant. Il y a le politiquement correct dans le sens que oui, il faut vivre avec son temps, faut préserver les animaux et cetera, nin le sport, l'équilibre et tout ça. Oui, tout ça, moi je forcément, on est tous pour. Mais il ne faut pas perdre de vue que, heu, on est là aussi pour sélectionner. Alors, alors, il y a quelqu'un qui dit: «J'aimerais être sur le terrain H24, mais pas facile de trouver des gens qui ont du temps». Ah bah non, le temps c'est une denrée très rare, c'est une denrée très, très rare. Bayan nous a mis: «Comme le brevet mondial n'existe qu'en France, peut-on directement en 1 en Belgique?» Alors directement jouer en 1 en Belgique. Et bah voilà, je savais bien que tu allais me poser une petite question qui allait être une colle. Heu, Si on vit dans la théorie, je pense que oui. La question est si tu reviens en France, est-ce qu'ils vont pas te l'obliger quoi qu'il arrive? Je suis mal placé pour te répondre, Anne. Là, faut demander à un juge. Si tu connais un juge qui a été présidente de club, tu as dû en inviter des juges, tu dois avoir plein d'amis juges, tu leur demandes. Heu, le mmh, alors par contre maintenant, le un test de sociabilité, reconnu par la FCI, ça c'est obligatoire maintenant. Donc ça veut dire que, nous, c'est le XO, certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. Il doit y avoir des équivalents dans d'autres pays. Ça, par contre, je sais que c'est demandé parce que, peu importe du pays où tu viens, quand tu vas au championnat du monde, il est exigé. Donc, je pense que même si tu démarres la compétition dans un autre pays, tu vas être obligé quand même de passer ce genre de choses, mais quelque chose de reconnu. Par contre, oui, 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 je pense que tu peux jouer directement en 1 en Belgique. Par exemple, tu prends ta petite chienne. Tu dis: «Tiens, moi j'ai pas envie de faire un brevet en France, je vais directement en 1». Oui, mais quid si tu reviens en France, résidente en France, avec un chien français, licencié en France? Je sais pas du tout. Là, je sais pas du tout et puis en plus, la politique, c'est pas mon truc. Je dirais qu'en théorie, oui, mais dans la pratique, des fois, la pratique s'éloigne des fois du pays de la théorie et surtout ça change tout le temps. Eh bien, bonne soirée Synodoc Pro. Merci pour les questions. Merci pour avoir été, présent avec nous. Mais c'est vrai que moi aussi, je vais peut-être faire une petite pause et vous proposer que l'on se revoie, lundi prochain. Du coup, bah, voilà, ça me donne envie d'arrêter. Voilà, je jette l'éponge. Merci Sidou et Nala. Ouais, pour ce soir, je pense que ça va être bon. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'intéressant? Mmh, j'ai un déplacement de prévu ce jeudi pour un changement de terrain, donc je vais essayer
de faire des vidéos, ce sera un changement de terrain Ring. Donc j'essaie de faire des vidéos à la fois sur, Ring, enfin Monduring plutôt pour moi. Mais, mon jeune justement, va certainement mettre mon jeune qui s'appelle Maxime, qui est plus si jeune que ça d'ailleurs. J'aime bien l'appeler mon jeune, je sais pas pourquoi. Heu heu, il va s'entraîner un petit peu pour pouvoir passer un petit peu du chien, parce que tous les 2 ils passent pas assez de chiens. Donc, j'ai des amis, je ne dis pas encore qui c'est, qui vont, ce sera la surprise, qui vont nous accueillir. J'espère qu'il aura l'occasion de passer du chien pour se former et surtout avoir des conseils par les copains. Et bah, je vais essayer d'en faire des vidéos pour les transmettre. Alors c'est vrai que sur TikTok, je transmets pas beaucoup de vidéos, on va dire, explicatives. C'est plus des choses un peu, on va dire, de divertissement, même si c'est pas trop mon créneau. Mais je pense que sur ma chaîne YouTube, par contre, il y aura du contenu. Alors peut-être pas dans la foulée, parce que j'ai pas mal de travail en ce moment, donc j'ai un petit peu du mal à formaliser du contenu avec des explications, parce que c'est ça qui me prend le plus de temps. Les images en tant que telles, c'est vrai qu'avoir les images, c'est assez facile, mais après, avoir le temps de développer une thématique et d'amener des explications ou des argumentations, ça me prend du temps, qu'en plus que les comment dire? Que les mots tombent en même temps que les images et cetera. De simples commentaires de ce qui est fait, c'est assez facile parce que je commente entre guillemets «en direct» ce que je vois. Mais lorsque j'essaye de faire des vidéos thématiques, c'est un petit peu plus, difficile. Mais, je pense qu'il y aura, vidéos sur des exercices mondiaux et il y aura des vidéos sur le fait d'apprendre à mettre le costume. Je pense que ça va être assez intéressant parce qu'on aura quelqu'un qui est très bon dans la toile, qui va certainement conseiller mon ami et donc j'essaierai justement d'en faire une vidéo accessible, au plus grand nombre, en espérant que les conseils qui seront donnés à mon ami puissent servir à d'autres jeunes hommes d'attaque. Donc voilà, c'est un petit peu mon but en termes de production, pour cette semaine de vidéos. Sachant que là, nous, on est un petit peu dans «le jus» entre guillemets parce que on a pas mal de bébés à s'occuper et là, ça y est, c'est parti. C'est le moment où la maman, c'est pas qu'elle ne sert plus à rien, mais c'est là où nous, on a beaucoup de travail à effectuer, beaucoup de manipulation, beaucoup de socialisation, beaucoup de choses et c'est vrai que ça consomme beaucoup de temps, en fait. C'est très chronophage et et donc, c'est vrai que c'est pas toujours très simple, mais on va essayer de vous faire ça. On va essayer de vous faire ça, de vous faire un petit peu de contenu pour que ce soit, pas forcément divertissant, c'est pas trop mon créneau, mais plutôt, enrichissant d'un point de vue, voir des choses pour apprendre et tirer de ces expériences, une réflexion que l'on peut s'appliquer à soi-même, en fait. C'est un petit peu le but, hein, même dans ces échanges-là, je prends pas la parole pour dire: «Moi je». C'est vrai que maintenant avec le recul, je me dis: «Ah ouais, j'ai quand même fait un petit peu des choses et tout, c'est bien», mais heu, mais en fait, à chaque fois, c'est une remise en question. À chaque fois, on ne sait pas, il n'y a pas de vérité absolue, dans le domaine, sinologique, hein. Il faut tout le temps, se poser des questions, c'est apprendre une langue à l'étrangère, hein. C'est comme tout, vous découvrez une autre culture et il faut s'immerger et cetera et en plus, à chaque fois que vous avez un nouvel individu, on repart à zéro. C'est une nouvelle histoire. Donc mon but à travers un petit peu tous les contenus que j'essaye de produire ou même le live comme, celui de ce soir, c'est plus à travers les exemples que je vais citer ou mes expériences que vous puissiez vous dire: «Ah bah tiens, s'il a fait ça, ah ouais tiens ça peut me servir». Voilà, que vous puissiez tirer, des petits tips, des petites idées qui peuvent vous servir pour vous, soit parce qu'elles sont, technico-pratiques, c'est-à-dire des choses toutes simples que vous pouvez réaliser vous-même ou d'un point de vue compréhension pour mieux analyser le comportement de votre animal, mais voilà, il n'y a pas de vérité absolue, en fait, hein. Tout simplement, on navigue en eau trouble. Sans parler du regard de notre société, du regard des autres et du «qu'en dira-t-on?» donc en plus,
Il faut toujours soupeser, les mots que l'on va dire, adapter, ses gestes au regard humain, les mots employés aux oreilles humaines, et ménager toutes les susceptibilités parce que chaque personne a des convictions, est persuadé qu'il a raison et que si lui, il est convaincu de quelque chose, alors tout le monde doit faire pareil. Heu, voilà, c'est bien souvent le contexte sociétal qui rend difficile l'éducation avec son propre chien, hem et je m'en rencontre surtout pas avec les miens parce qu'en fait, j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais je le vois beaucoup pour les gens qui nous sollicitent parce qu'ils ont des problèmes avec leur chien. Bien souvent, le problème, c'est que, en fait, c'est le regard des autres qui les empêche de s'exprimer pleinement avec leur chien et d'avoir une relation, sincère, intense et franche avec l'animal, quoi. Et ouais, le regard des autres, c'est quelque chose qui peut être des fois pesant. Je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin parce que là, ça y est, je suis reparti à philosopher un petit peu donc je vais m'arrêter là, chers amis. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous remercie, de votre écoute et puis surtout si ça peut vous avoir aidé, bah, j'en suis plus que content. Sinon, je me demande, bah, pourquoi vous étiez là, par voir ma tronche et vous foutre de ma gueule. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très, très bientôt. Bonsoir à tous. Salut Anne. Bisous, bisous. Salut.